honoré de modérer ce panel qui porte sur le potentiel du commerce régional et des solutions de e-paiement dans le cadre de cet grand événement de bootcamp Maghreb. Alors, le panel essaie de répondre un petit peu sur la problématique ou la question de comment est-ce que cette dynamique d'innovation et des solutions d'e-paiement peuvent accélérer le développement du commerce régional et en conséquence renforcer l'intégration maghrébine. J'ai l'immense plaisir d'avoir dans ce panel Monsieur le ministre de l'Économie, de l'Industrie de la Mauritanie, Monsieur Aziz Ould Derri, que j'ai l'honneur de travailler avec lui sur plusieurs projets. C'est un monsieur passionné par les nouvelles technologies, par l'innovation, par le développement de l'économie réelle. Marhaba bik, Saïd Wazir. J'ai également l'honneur d'avoir dans ce panel Monsieur le gouverneur de la Banque centrale de la Tunisie, c'est Marouane Abbasi. C'est Marouane Abbasi Ghani An Tarif. Avec Marouane, nous avons vu en Tunisie une forte dynamique autour de l'innovation, de la transformation digitale, à la fois au niveau du secteur bancaire, mais également au niveau de la Banque centrale. Et ça, à travers plusieurs initiatives lancées durant les dernières années. Marouane également était derrière l'initiative d'activation du Conseil des gouverneurs des banques centrales des pays de Maghreb, dont les travaux étaient gelés pendant plusieurs années. Et je pense que c'est quand même une action importante et je vais partager avec vous une photo qui est intéressante, qui regroupait un peu l'ensemble des gouverneurs des banques centrales. Marhaba bik, Saïd Mahabs. J'ai également autour de ce panel Monsieur Abdeslam Alaoui Smaili, le directeur général de HPS, High-Tech Payment System, un passionné de la high-tech, de l'innovation dans les systèmes de paiement. Et c'est un éditeur de la société, c'est un éditeur de logiciels de paiement de plus de 20 ans. Et c'est vraiment une magnifique success story maghrébine qui, d'une start-up à une multinationale cotée en bourse, c'est quand même une belle histoire à raconter. Marhaba bik, c'est Abdeslam Alaoui. Merci Sidi. Alors, pour lancer les travaux de ce panel, je voulais juste prendre quelques minutes pour planter un peu le décor et partager avec vous certains chiffres et certaines réflexions que je vous donnerai un peu la parole dans l'ordre de présentation pour réagir. Et on entamera par la suite un petit peu une session de questions-réponses. Alors, je vais essayer de partager avec vous quelques slides. Donc, c'est cette photo dont je viens de parler et merci, Monsieur le gouverneur de la Banque centrale, d'avoir cette initiative de regrouper un peu l'ensemble des gouverneurs du Maghreb. C'est une initiative à renforcer. On reviendra par la suite dans le rôle des banques centrales pour booster un petit peu le développement du commerce régional dans ces conditions-là de post-Covid. Alors, je vais juste partager avec vous quelques chiffres que je trouve intéressants pour initier un peu notre débat. Alors, je pense que vous êtes certainement au courant un peu que l'échange entre les pays de Maghreb, entre importation et exportation, se limite aujourd'hui à 4%. Et que de l'autre côté, lorsqu'on voit un petit peu les différentes communautés économiques régionales, on trouve au niveau de l'Union européenne, les échanges se situent à 60%. Et lorsqu'on essaie un petit peu de creuser, bien évidemment, les 60% de l'Union européenne sont drivés essentiellement, facilités par énormément d'infrastructures, de réglementation et de réglementation fiscale et douanière, mais également par l'unité monétaire qui a facilité ces échanges inter-Europe. Par contre, également, le chiffre à voir, c'est un peu la communauté South Africa qui
pas de monnaie unique, mais c'est quand même des économies complémentaires et les échanges quand même se situent à 30%, et c'est un modèle à creuser. Le dernier chiffre que je voulais également que vous tenez en tête, c'est un peu les 67% ou les 70% un peu d'échange entre l'Union du Maghreb arabe et l'Union européenne. Et on voit clairement une forte concentration des échanges des différents pays du Maghreb arabe avec l'Union européenne. Et ça, c'est peut-être des pistes de réflexion aujourd'hui dans cette situation de Covid pour voir un petit peu comment on arrive à profiter de ce partenariat Europe-Maghreb. Alors, pour creuser un petit peu ces données un petit peu évident que l'échange inter-Maghreb est très, très, très limité. Mais par contre, ce qui est important de voir, c'est sur certains secteurs ou certains produits, on voit quand même un dismatching, en fait, où certains pays sont fortement exportateurs de ces produits, comme on prend l'hydrocarbure, l'Algérie, la Libye sont exportateurs. Et de l'autre côté, on trouve la Tunisie, Maroc et Mauritanie sont importateurs de mêmes produits. Pareil pour l'industrie électronique, aussi inversé, c'est le Maroc et la Tunisie qui sont exportateurs, et de l'autre côté, c'est Algérie, Mauritanie, Libye qui importent ces mêmes produits. Et donc, du coup, ils importent ces mêmes produits, malheureusement, pas auprès des pays du Maghreb, mais auprès du reste du monde. Et c'est ça la vraie question. C'est valable également pour tout ce qui est sujet d'engrais, où la production, elle est faite dans la région, mais par contre, de l'autre côté, elle est importée en dehors de la région. Et sur ces exemples-là, il y a une vingtaine, parce que si on creuse un petit peu sur les produits agricoles, sur par exemple les pommes de terre, sur le lait, sur pas mal de produits, on retrouve un petit peu ce mismatching où une bonne partie de la production ou un potentiel de la production, il est dans un des pays du Maghreb, et de l'autre côté, les autres pays sont obligés un petit peu d'importer plutôt ces produits-là, avec bien sûr des coûts importants. Alors, ce qui ressort un petit peu de cette analyse, c'est qu'il est évident aujourd'hui qu'il y a des fundamentals qui ne sont pas encore là, et qu'à la limite, ces fundamentals dépendent certainement du pouvoir, du gouvernement, de politique et tout. Et qui sont étroitement liés au déficit de connectivité, lié à l'infrastructure, à l'insuffisance de coordination au niveau régional, au déficit important de la data, parce que c'est grâce à la data qu'on arrive à profiter un petit peu des pistes d'innovation ou d'investissement inter-Maghreb, et bien sûr la faible intégration financière. Et donc, pour ne pas tarder, au final, pour rester dans notre panel, il y a certainement un pavé de fundamental sur lequel on disait en tout cas, on n'a pas encore la main là-dessus, c'est quelque chose qui risque de prendre le temps, parce qu'il y a vraiment une forte volonté, et c'est du pouvoir du gouvernement, notamment lié à l'infrastructure, l'éthique, le cadre juridique, les frontières douanières et les fiscalités et tout ça. Mais on pense clairement, pour renforcer l'intégration maghrébine et développer le commerce régional, on pense qu'il y a quand même des piliers catalysateurs ou accélérateurs qui peuvent faciliter un peu les choses pour arriver à cette intégration et ce développement de commerce régional, le temps que petit à petit ces parties-là de fundamentals vont arriver, parce que sinon on risque de perdre énormément de temps. Et donc du coup, important d'aller sur les quick wins. Alors sur les catalyseurs, on voit un petit peu la simulation de l'innovation et comment est-ce que la région de Maghreb ou les acteurs au niveau de la région de Maghreb arrivent à stimuler le maximum d'innovation. Et je pense que ça a été initié à travers des sandbox réglementaires, les FinTech Challenge, les Bootcamp Maghreb. Et donc, du coup, l'idée, c'est de dupliquer le maximum ce type d'initiative. Il y a bien évidemment un sujet de communication et d'éducation financière qui est importante pour pouvoir véhiculer et communiquer sur la nécessité du développement de l'échange maghrébin. Et
bien évidemment, le sujet de comment promouvoir les solutions de e-paiement comme catalyseur, comme accélérateur pour l'échange intermaghreb ou le développement de commerce régional. Donc, pour ouvrir un peu le débat, je pense qu'on peut commencer par monsieur le ministre. Je ne sais pas si monsieur le ministre nous écoute. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui. Alors, je suis désolé, merci beaucoup et vraiment désolé pour le petit retard de la réunion. Je viens de sortir d'une autre réunion et je n'ai peut-être pas entendu, on va dire, les premiers éléments de la réunion. Ce que je voudrais dire juste, c'est que la présentation a montré effectivement qu'il y a un problème au sein du Maghreb et qu'il y a un problème au sein de la Mauritanie. Parce que dans les exportations, je n'ai pas vu la Mauritanie, j'ai vu que la Mauritanie est toujours dans une perspective d'importation, ce qui veut dire qu'on n'a pas réussi encore le pari de diversifier davantage notre économie et de développer nos exportations. Alors oui, il y a un problème d'intégration au niveau sous-régional et les chiffres sont extrêmement probants. Je pense qu'on ne peut pas parler aujourd'hui d'entité humaine, alors qu'on voit que les échanges intra-humains sont très faibles et qu'il y a un potentiel extrêmement important à développer, notamment les chiffres que vous avez parlé, que vous avez montré, les graphiques sont très probants là-dessus. Comment, dans le cadre de, c'est un peu la question globale, comment on va renforcer les capacités du Maghreb pour contrer le Covid et comment justement les technologies mobiles peuvent jouer un rôle important. Je pense que là aussi il y a un potentiel et les bootcamps que vous organisez offrent des perspectives intéressantes pour essayer d'innover, essayer de trouver de nouvelles solutions dans un marché où le potentiel existe, où les idées existent. Il restera peut-être un problème important, c'est la volonté. Et vous avez montré une photo intéressante des gouverneurs dont je faisais partie. Hein, et je regrette un peu cette équipe, et c'est l'occasion de saluer Si Marwan s'il est toujours là. Je l'ai vu tout à l'heure. Et salam Si Marwan. Je pense qu'on avait aussi développé des réflexions intéressantes à ce niveau-là et lancé quelques initiatives parce que le Maghreb ne peut pas se développer par la politique. Hein. On voit que ce qui se passe aujourd'hui, ce sont des questions relativement difficiles à cerner et nous pensons, je pense que c'est une idée qui avait été partagée également avec mes anciens collègues, que c'est par l'économique que ça peut se tirer. Au niveau de l'Europe, ça a commencé également comme ça. L'Europe politique est née bien après l'Europe économique, même si l'idée politiquement a été avancée. C'est l'économique, c'est le marché économique, c'est le marché, à l'époque c'est le charbon, le marché, je ne sais plus comment on appelait ça, le marché du charbon, je ne sais plus, l'Europe du charbon en tout cas. C'est vraiment l'activité économique qui a tué ça. Moi, l'idée que je voulais avancer et partager avec vous, c'est qu'on devra travailler davantage sur l'économique et les chiffres, encore une fois, l'ont beaucoup démontré. C'est ainsi qu'on forcera le politique à construire un Maghreb qui est aujourd'hui quelque chose de nécessaire parce que c'est les grands marchés, parce que c'est aussi des forces politiques qui pourront discuter avec les autres pays. Ce n'est en tout cas pas chaque pays à part qui va pouvoir le faire. Je suis désolé, je sais que je ne suis pas complètement dans le sujet parce que j'ai raté une partie mais je me réserve peut-être pour la suite s'il y a la possibilité d'intervenir. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Je vais juste encore continuer pour une question qui est en relation avec la partie économie, absolument. On parle aujourd'hui, ce que je retiens, c'est que c'est urgent, post-Covid, absolument que c'est urgent d'accélérer
cette dynamique innovation, mais également cet échange économique inter-Maghreb, du moment où aujourd'hui il y a des pays absolument qui se retrouvent post-Covid fortement dépendantes un petit peu des autres marchés en dehors du Maghreb, et donc du coup c'était un peu très compliqué pour eux, notamment lorsqu'il s'agit des biens de première nécessité. Ma question encore à Monsieur le Ministre, c'est qu'aujourd'hui on parle à l'occasion de la situation de Covid, des nouvelles notions de relocalisation, de géoglocalisation, et notamment par rapport absolument à l'Europe, qui voilà, essaie un petit peu de limiter un petit peu sa dépendance par rapport à l'Asie. Est-ce que vous pensez aujourd'hui opportun de penser Maghreb comme plan B face à l'Europe, au lieu d'une initiative individuelle, Tunisie, Maroc ou autre, pour offrir disons, un value proposition global à l'Union européenne aujourd'hui, compte tenu du potentiel, des ressources humaines que nous avons, du potentiel naturel que nous avons, et dire aujourd'hui, nous pouvons être la plateforme importante au niveau de Maghreb pour l'Europe, pour aujourd'hui, disons, développer la production. C'est pourquoi je dis, je vais revenir sur le chiffre de 67%. Aujourd'hui, on travaille avec l'Europe à 67%. Si on intègre cette partie-là de localisation d'une bonne partie de la production dans nos pays-là de Maghreb, veut dire implicitement qu'on va limiter l'échange avec l'Europe, mais directement, on va augmenter l'échange inter-Maghreb du moment où la production elle est faite dans nos locaux. Oui, alors c'est vraiment une question extrêmement importante. Je pense qu'il est clair aujourd'hui et définitif qu'on doit devoir repenser nos modèles de développement. Quand on voit ce qui se passe, quand on voit ce que la Covid, parce qu'apparemment c'était ici au niveau de l'Académie française, quand on pense qu'aujourd'hui, les premiers réflexes des pays, ça a été de dire nous devons penser d'abord à nous. Et je pense que tous les pays ont connu, en tout cas la Mauritanie, a tiré des leçons extrêmement intéressantes par rapport à cela. Et je pense que ça a été le cas aussi de la France et d'un certain nombre de pays. Quand on a eu besoin de produits qui se trouvent en dehors de nos pays, eh ben, les chaînes de valeur de manière générale et les chaînes de distribution de manière particulière n'ont pas été au rendez-vous. Nous n'avons pas réussi à avoir des masques à temps. Nous n'avons pas réussi à avoir des médicaments parce qu'on ne les fabrique pas. C'est ce que je disais tout à l'heure en termes de diversification. Et nous n'avons pas un espace maghrébin qui nous permettrait de favoriser cela. On a vu l'expérience du Maroc, par exemple, qui a redéveloppé une industrie des masques, qui a redéployé des industries pour produire des masques. Je pense que si on avait un Maghreb plus intégré, beaucoup de choses auraient pu être, on va dire, résolues, beaucoup de problèmes auraient pu être résolus. Par exemple, on n'aurait pas fait appel à la Chine, on n'aurait pas fait appel à l'Europe, parce que vous parlez de l'Europe et de 67%, parce que les besoins que nous avons vis-à-vis de l'Europe peuvent, en tout cas en partie, être satisfaits par les possibilités que nous avons au sein de notre pays. Donc, répondre à la question, c'est de dire, c'est l'occasion ou jamais de repenser nos modèles de développement, c'est l'occasion ou jamais de renforcer la diversification des économies, mais également l'intégration maghrébine. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Je m'adresse maintenant à Monsieur le Gouverneur, Saïd El-Mohafad. Encore, peut-être toujours par rapport à cette question-là de plan B par rapport à l'Union européenne, qu'est-ce que vous en pensez? Et également, l'autre question que j'ai, vous avez été derrière l'initiative d'activation un peu du Conseil du gouverneur de Banque centrale du Maghreb. Quel rôle peuvent jouer les banques centrales pour booster un petit peu cette dynamique d'échange inter-maghrébin? Excellent. Tout d'abord, je tiens à vous remercier et à remercier les organisateurs pour avoir réfléchi un peu sur ce bootcamp et je pense que c'est important. Je tiens aussi à saluer toutes les personnes qui sont en train de nous écouter et en premier lieu, mon ami que je n'ai pas vu depuis longtemps, c'est Abdelaziz, qui je sais, il est un fervent, je pense,
quelqu'un qui croit beaucoup, en tout cas, au Maghreb et il croit à l'UMA en particulier. On a eu ensemble cette initiative, ensemble, on a essayé un peu de reprendre ce qu'ont fait nos aînés en matière de construction du Maghreb, ne serait-ce qu'à travers les banques centrales. Et je suis certain qu'aujourd'hui, même au niveau de sa position actuelle, il va tout faire pour qu'on puisse réussir. Et je crois que, comme il venait de le dire, les leçons du Covid vont certainement, et je le pense sincèrement, vont certainement nous donner beaucoup d'incitation pour qu'on le fasse le plus rapidement possible. Je voulais juste tout d'abord revenir vers vous sur les chiffres. Moi, je crois que les chiffres sont importants quand on dit 3-4% et qu'on dit de l'autre côté 67%. C'est beaucoup plus grave si on le met même à l'échelle européenne, parce que beaucoup de nos pays sont intégrés pratiquement au niveau des exportations et des importations à l'Europe, et qu'entre nous, on n'exporte pas et on n'importe pas beaucoup. Le deuxième chiffre que vous avez évoqué, mais peut-être qui, à mon sens, est extrêmement aussi important, est celui lié à l'investissement. Parce que vous savez que l'exportation, généralement, c'est l'investissement. Parce qu'aujourd'hui, une bonne partie de nos exportations, les exportations marocaines, en tout cas les pays qui sont en train d'exporter vers l'Europe, au fait, c'est des exportations qui se font à travers des investissements. Donc, c'est ce qu'on appelle donc les relocalisations donc, des entreprises exportatrices européennes dans le cadre donc de leur relocalisation au niveau global. Et aujourd'hui, beaucoup sont partis en Chine, peut-être qu'ils vont revenir. Donc, et cela dépend où on est placé dans la chaîne de valeur. Et aujourd'hui, beaucoup de nos entreprises sont dans des situations compliquées parce qu'ils sont intégrés à des chaînes de valeur qui posent problème. Donc, cette logique d'intégration, que ce soit à travers les biens ou à travers les services, à travers l'investissement, est extrêmement compliquée. Je dirais très compliqué pour nous parce que même nos entreprises, quand elles ont la capacité de pouvoir aller de l'autre côté, donc on a des difficultés beaucoup plus importantes qu'on a la capacité de le faire chez nous. Donc, mais à mon sens, c'est beaucoup plus compliqué de le faire dans les pays du Maghreb. Je crois que les pays du Maghreb peuvent être dans une logique d'exportation-importation, mais quand ça devient de l'investissement, ça devient beaucoup plus compliqué. Et je trouve que c'est une perte sèche pour quasiment tous les pays et tous les experts l'ont démontré pendant des années que le coût du non-Maghreb est à 12% de croissance par pays. Je pense qu'il doit être plus important maintenant avec la Covid. Et je suis pratiquement certain qu'aujourd'hui, en termes d'emploi, on l'a évalué à un certain moment avec rapports qui ont été faits par la Banque mondiale ou par un certain nombre d'experts marocains à l'époque, c'était quasiment autour de 300 à 400 000 personnes chaque année. Donc, d'emploi direct, et c'est des jeunes. Vous imaginez, aujourd'hui combien chaque pays peut, en fonction de sa taille, peut avoir cette capacité d'employer des jeunes qui sont quasiment dans le chômage et qui sont éduqués. Est-ce que tous ces jeunes du Maghreb, une bonne partie de ces jeunes est une population éduquée et formée, et donc elle n'a pas la capacité de trouver donc, de l'emploi, que ce soit chez eux. Mais je pense que si on ouvre ce marché, je pense que ce marché peut être capable de créer de l'emploi et de l'emploi de qualité et de créer des chaînes de valeur qui peuvent être régionales et de créer, à mon sens, quelque chose de très important, des champions locaux qui peuvent devenir des champions régionaux. Moi, chaque fois où je vois, par exemple, le sigle de Tijeri Bank, que ce soit en Tunisie ou au Maroc ou au Sénégal ou dans un des pays africains, je me l'approprie. C'est-à-dire, je me dis pas Tijeri Bank est une entreprise, est une banque marocaine. Moi, je dis Tijeri Bank est une entreprise qui travaille dans le Maghreb et qui me permet d'accéder au marché africain à des coûts de transaction extrêmement faibles. Donc, je ne me pose pas la question. Donc, je pense que les gens qui ont investi chez nous ont créé de la richesse et aujourd'hui, c'est des taxpayers aussi, ils payent des taxes et des taxes importantes. C'est plus de 35% de taxes qu'ils payent donc à l'administration. Ils donnent des services et aujourd'hui, c'est une des banques les plus dynamiques. Je pourrais prendre d'autres exemples, mais je pense que les exemples ne sont pas aussi importants qu'ils auraient dû être au niveau des pays du Maghreb. Donc, deuxième question importante que vous avez évoquée, j'ai vu les chiffres. Vous savez, dans les pays d'Europe, il y a un passage, ce que j'appelle le commerce intra-branche et le commerce interbranche. C'est très important.
quand on parle de commerce interbranche, ça veut dire que vous êtes dans une logique de complémentarité. Vous allez me vendre des oranges, je vais vous vendre donc du pétrole. Ça ne marche pas, ça. Ce qui marche, et c'est ce qui est actuellement en train de se faire en Europe, c'est qu'ils ont créé un marché où tu me vends des voitures, je te vends une voiture, vous vendez une Fiat, je te vends une Renault, une Peugeot ou une Volkswagen. Et ça dépend des consommateurs de la région d'accepter telle voiture ou telle autre. Il n'y a pas de blocage entre les frontières. Et ça, ce qui doit être fait chez nous, c'est-à-dire aujourd'hui, je ne vois pas pourquoi, même si moi et le Maroc, on peut être exportateur de jus d'orange, je ne vois pas pourquoi, moi, quand je vais au Maroc, il y a un jus d'orange qui me plaît, pourquoi je ne le consomme pas en Tunisie et éventuellement, je suis certain que c'est Abdelaziz, on va avoir beaucoup de produits mauritaniens se développer, être exportés. Je ne vois pas pourquoi, moi, je ne serais pas à même d'avoir des produits mauritaniens en Tunisie. Donc, c'est une question véritable. Aujourd'hui, il faut que nos politiques changent. Alors maintenant, essayons d'être pratiques, parce que je crois que les amis qui sont en train de nous écouter, ils ont beaucoup entendu nos histoires d'intégration, etc. Ils n'ont rien vu à part, bien sûr, le commerce informel, qui, lui, par contre, s'est très bien développé, et notamment, il est transfrontalier, etc. Donc, essayons d'être concrets. Il y a une initiative, à mon sens, qui est très importante, sur laquelle on doit véritablement être capable de la développer. Je crois qu'elle a commencé en 1991. C'est la banque, dans le cadre du renforcement de l'intégration économique du Maghreb, on a créé une banque maghrébine d'investissement et du commerce extérieur qui s'appelle le BEMIS. Cette banque a été discutée par nos dirigeants en 1991. Elle a été créée en 2015. Les premiers dirigeants de cette banque ont pu créer maintenant une plateforme. Aujourd'hui, il y a une deuxième vague de dirigeants où véritablement il y a quelque chose à faire. On peut demander, parce que c'est une banque qui appartient au ministère des Finances, aux banques centrales maghrébines. Nous, on est les shareholders. Et moi, et c'est Abdelaziz, on a un mot à dire à nos actionnaires et aux gens qui sont en train de diriger. Et je suis certain que nos amis du Maroc, de l'Algérie et de la Libye sont aussi capables donc de booster. Cette banque, je ne vois pas pourquoi aujourd'hui, parce que dans ses prérogatives, elle doit aider à développer, donc que ce soit en termes d'infrastructure. D'infrastructure, ça peut être infrastructure portuaire, routière, etc., mais aussi infrastructure type, je dirais, au niveau du système d'information, au niveau du développement, par exemple, aujourd'hui, de tout ce qui est start-up innovation, etc. Donc, je pense que aujourd'hui, c'est à nous de faire en sorte à ce que ces équipes qui sont maghrébines, parce que, comme le dit Abdelaziz, je suis convaincu que les politiques peuvent faire ce qu'ils veulent, mais quand il y a l'économie qui est derrière, je pense que les gens voient des choses concrètes se faire. Donc, moi, je pense qu'il y a lieu d'aider, et on va le faire ensemble avec Abdelaziz, donc, si Joueri, si notre ami gouverneur de l'Algérie ou donc notre ami gouverneur donc de la Libye, bien sûr, avec les ministres des Finances. Je pense qu'on va booster pour que véritablement le BEMIS investisse dans l'innovation et dans le digital et soutenir ce que j'appelle un peu ces écosystèmes start-up au niveau du Maghreb. Je ne crois pas, et je crois qu'on a eu cette discussion il y a 2 ans en Algérie, Naama Nferi était présent avec les ministres et les gouverneurs de banque centrale du Maghreb. On a dit clairement qu'au moins, que sur ces nouvelles, je dirais, entreprises innovantes, digitales, etc., qu'on leur donne l'accès au Maghreb et qu'on ne leur donne pas, on ne les bloque pas. Et qu'aujourd'hui, quand il y a une possibilité, par exemple, comme aujourd'hui, nous, on vient d'ouvrir au niveau du FinTech Innovation Lab à la Banque centrale, ou au niveau des autres possibilités qu'on est en train offrir à un certain nombre de nos FinTech, au niveau aujourd'hui, par exemple, des solutions qui peuvent être proposées à la Banque centrale dans le cadre du sandbox réglementaire. Je ne vois pas pourquoi, une fois qu'on essaie un peu de commencer à mettre en place
ce FinTech Lab ou il n'y a pas possibilité pour que des startups maghrébines puissent intégrer, pour qu'eux aussi ils puissent nous aider à développer cette réglementation. Je crois que les réglementations aujourd'hui, la plus importante est celle qui est liée au change entre les 5 pays du Maghreb est très contraignante, très difficile, extrêmement compliqué. Il faudrait qu'on se mette d'accord entre nous et je vois c'est Abdelaziz qui est en train d'acquiescer, je suis certain qu'il est convaincu de cela et on est tous convaincus de cela, à faire en sorte à ce qu'on puisse véritablement lever des tabous, se mettre autour d'une table et trouver les moyens de baisser les coûts de transaction pour qu'au moins cette génération qui arrive aujourd'hui, et moi je la vois un peu partout dans le monde, c'est des startups qui sont d'une très grande efficacité. On a des jeunes, quand je vois un peu les jeunes dans le Silicon Valley ou en France ou en Angleterre ou partout, je vois des jeunes qui arrivent vers moi et c'est des jeunes maghrébins, c'est des Algériens, des Tunisiens, des Marocains, des Libyens, etc., des Mauritaniens qui sont là et qui sont capables de travailler ensemble. Je pense qu'aujourd'hui, et je trouve que votre bootcamp est fondamental, c'est-à-dire qu'il faut donner la possibilité à ces jeunes-là d'avoir le moins de transactions possible. En tout cas, moi, de ma position aujourd'hui, je suis en train de le dire clairement devant tout le monde. Je suis certain que c'est Abdelaziz. Et s'il y avait d'autres gouverneurs de banque centrale qui veulent aider, moi, personnellement, je suis en train de faire avec une équipe de start-up. Aujourd'hui, on est en train de travailler sur les cross-border payments ou instant payment entre les pays du Maghreb. Et on est en train d'arriver avec des pas clairs. Hein. C'est des choses qui sont actuellement en train de se faire. C'est-à-dire, on n'est pas en train de dire des choses comme cela. Je crois qu'il y a des initiatives qui sont actuellement en train de se faire. Et il faudrait les appuyer clairement, l'identifier je dirais les leaders qui sont derrière, mais faire en sorte à ce que ces entreprises deviennent véritablement des locomotives au niveau du développement de ce secteur d'innovation au niveau du Maghreb. Et je vous remercie. Je m'adresse à Abdeslam Alaoui, sous l'angle un petit peu start-up après multinationale. Ma question, enfin deux questions. La première, comment vous voyez un petit peu cette dynamique innovation et dans quelle mesure les start-up maghrébines peuvent réellement aujourd'hui driver ou constituer une vraie locomotive pour booster un petit peu l'échange intermaghrébin ou faire les vraies disruptions un petit peu de ces barrières-là. Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, est-ce que les solutions innovantes comme les solutions de e-paiement peuvent faciliter un petit peu ces contraintes actuelles en termes de flux et de circulation du flux intermaghrébin? Bien, merci pour la question. Et je pense que Monsieur le gouverneur et Monsieur le ministre ont décrit la situation telle qu'elle est aujourd'hui avec les grandes lignes pour nous permettre d'avancer. Et aujourd'hui, je pense qu'il est clair que la technologie est un vecteur important, est un élément qui pourra nous faire avancer. Et en tout cas, c'est un chemin obligé, parce que si nous ne faisons pas ce pas vers une intégration technologique, on n'arrivera pas à faire un Maghreb politique, je dirais. Alors, par rapport à votre première question, et je crois que un des amis qui sont autour de la visio a posé la question, aujourd'hui, plus que jamais, et en plus avec cette crise sanitaire, je pense que le télétravail ne peut que faciliter encore plus une start-up qui aurait des ingénieurs en Algérie, en Mauritanie, en Tunisie, en Libye et au Maroc, et ils travailleraient tous ensemble comme s'ils étaient dans le même bureau. Et avec les spécificités de chaque région, je ne vais pas dire culture parce que nous avons la même culture, mais les spécificités de chaque marché, le background de chaque marché, tout cela ne peut être qu'un enrichissement fort d'une solution finale. Donc oui, je pense qu'il faut absolument pousser cette initiative et on a vu dans certains pays, si je ne dis pas de bêtises, il n'y a que je crois qu'il y en a 2 qui ont fait des Startup Act qui sont absolument nécessaires pour booster l'innovation dans chacun des pays. Peut-être faudrait-il, dans ces Startup Act, faire des amendements pour dire que quand il y a une intégration interrégionale,
en fait, c'est un élément supplémentaire pour pouvoir accélérer tout ça. Alors, d'un autre côté, pour votre deuxième question, oui, je pense que de là où on est, il y a toute une infrastructure à bâtir, il y a les gros acteurs tels que la Belize qui sont en train de commencer à travailler. Donc, il y a beaucoup de choses à faire. Par contre, on peut accélérer tout ça en mettant ce qu'on appelle de manière générale le commerce électronique ou le e-commerce qui va pouvoir accélérer les échanges. Par contre, on ne pourra pas faire du commerce électronique ou de la vente en ligne ou du e-commerce sans avoir les fondamentaux qui vont avec. Et aujourd'hui, pour pouvoir avancer dans ce sujet-là, il y a plusieurs freins qu'on peut lever très rapidement, enfin très rapidement. On peut commencer à lever, les solutions sont là. Les solutions ont montré leurs preuves dans d'autres régions du monde. Et la première, c'est les sujets de bancarisation. C'est les sujets de pouvoir offrir des produits financiers parce que là où on voit où le commerce électronique ou le e-commerce marche très bien, en fait, bien sûr, il ne faut pas confondre le e-commerce avec le e-payment. Donc, le e-payment est le fait de payer et c'est l'aboutissement de tout un processus électronique qui va permettre à une offre d'arriver à un marché. Mais aujourd'hui, ce qui a fait que ce commerce électronique marche bien dans certains pays, c'est en fait toutes les offres de financement qui vont aller avec. Et si aujourd'hui, nous ne sommes pas capables de passer d'un commerce électronique cash on delivery sur du paiement en fait en ligne, là, on va toujours être bloqué. On va avoir un plafond qui va pas nous permettre d'aller plus loin et surtout, ne va pas nous permettre de faire du cross-border parce que quand on va faire du cash on delivery, en fait, on va avoir des freins supplémentaires pour pouvoir faire transiter l'argent. Le second point pour pouvoir aller au-delà de ça, et je pense que Monsieur le gouverneur en a parlé tout à l'heure quand il a parlé de la Fiat qui va être vendue en Allemagne et la Volkswagen en France, etc. Je pense qu'il est important que dans notre sous-région, nous commencions à parler de standards. Et aujourd'hui, un standard tunisien doit être complètement correspondre à un standard marocain, algérien, mauritanien, libyen, pour que quand on puisse acheter en ligne, en fait, ou là, quand on puisse acheter à l'étranger sans forcément connaître le produit de bout en bout, il faudrait que tous ces sujets soient complètement normalisés et qu'on n'ait pas de mauvaises surprises par rapport à ce type de mode de commerce. Et le troisième point, c'est bien évidemment la confiance. Et là encore, il faudrait que les outils qui soient là, que nous puissions, quand on va sur un site web ou quand on va sur une offre électronique de manière générale, qu'on soit complètement sûr, qu'on soit en confiance pour que nous puissions engager une transaction. Alors, tout ça, on va pas inventer beaucoup de choses parce que ce sont des choses qui ont été faites dans plusieurs régions. On l'a vu dans des régions qui sont allées très loin et je pense à l'Europe avec une monnaie unique, etc. On a la région un peu plus au sud avec l'UEMOA où ils ont la chance d'avoir une monnaie unique aussi, mais avec d'autres problèmes. Mais on a aussi quelque chose qu'on peut aussi regarder. C'est tout ce qui est GCC, donc tout ce qui est les pays du Golfe, qui ont une intégration aussi très forte, en tout cas économique, sur la partie monétaire peut-être un peu moins, mais en tout cas sur les instruments de paiement et tous les moyens de paiement, aujourd'hui, ils sont complètement interopérables et permettent à quelqu'un de pas forcément devoir passer par des grands tours dans le monde pour pouvoir faire des transactions. Donc aujourd'hui, je crois que M. le ministre l'a dit au début, il y a beaucoup de solutions. Il y a encore un chemin à faire, mais je crois que c'est beaucoup plus un sujet de volonté. Et on le sait bien, quand l'économique est là, en fait, la volonté vient avec. Et quand l'économique est là, on va pouvoir dérouler un certain nombre de programmes qui nous permettront de rattraper le temps perdu. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on a des jeunes qui sont là, qui ont envie de faire, et je pense qu'il faut leur donner tous les moyens
parce que je pense que c'est par eux qu'on va rattraper le retard. Merci beaucoup. C'est très intéressant et enrichissant le débat. Je rebondis un petit peu sur la partie économique, l'économie là, pour passer absolument à du concret. Et je reviens à Monsieur le ministre de l'économie et de l'industrie. En Quick Wins aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut proposer pour accélérer un petit peu l'échange en termes de secteurs prioritaires, de services prioritaires, de quels sont les quick wins, quelles sont les premières actions qu'on peut aujourd'hui enclencher, lancer pour, disons, encore créer cette dynamique inter-Maghreb. On a noté un petit peu l'innovation, l'idée de vraiment de continuer sur un peu les startups, cette dynamique de startup maghrébine. Un point important que j'ai noté, ce Startup Act, à la limite Startup Act Maghreb. Aujourd'hui, si j'ai une startup tunisienne, est-ce que je peux fonctionner inter-Maghreb? Ça, c'est également un point important. J'ai noté un peu les sujets changent, mais en termes de services, de produits, d'activités, sur le plan économique et sur le plan un peu d'activité, quels sont les quick wins aujourd'hui qu'on peut imaginer là sur les prochaines étapes? Oui, écoutez, moi je pense que les différentes interventions sont extrêmement intéressantes et donnent déjà le là par rapport à ce qu'il y a lieu de faire. Évidemment, on ne peut pas le faire si on veut faire quelque chose de rapide parce que vous parlez de quick wins. Et on peut toujours effectivement dire que la digitalisation, les modes de paiement transfrontaliers, donc électroniques, avec évidemment tout ce que cela suppose. Hein. Je suis tout à fait d'accord quand on parle de confiance, quand on parle de cadre juridique. Ça, ce sont des éléments qui probablement vont constituer on va dire des catalyseurs et des incitatives, comme on dit. Mais les jeunes peuvent faire des choses. Si on n'arrive pas à les accompagner, si on n'arrive pas à… Donc, la problématique du financement se pose. Si on n'arrive pas à concrétiser toutes ces idées-là, je pense qu'on risque aussi de rater le coche, de ne pas être au rendez-vous. Moi, je pense qu'il y a des choses très concrètes. Et je suis tout à fait d'accord avec Simarwan quand il dit il faut aller sur le terrain, il faut voir ce qui se passe, il faut réfléchir à formaliser un peu ce qui existe aujourd'hui, parce que ça existe. Le commerce transfrontalier existe. Moi, je pense qu'il y a une grande activité économique, par exemple, entre nous et le Maroc. Il y a aussi une grande activité économique, beaucoup informelle. Hein, je suis tout à fait d'accord. Il y a des gens qui font beaucoup de commerce informel entre nous et le Maroc, par exemple, parce que la frontière est là. Mais il y a aussi beaucoup de commerce qui se fait avec la Tunisie et avec l'Algérie. Parfois, ça n'apparaît pas dans les statistiques officielles, mais il y a une vraie activité. Comment, aujourd'hui, en tirant les leçons de la Covid, dire les besoins de la Mauritanie aujourd'hui, pas seulement en termes de services, hein, les services, je pense que nous avons aujourd'hui au niveau du Maghreb les moyens de nous développer en termes de ressources humaines, en termes de sociétés de services, en termes de conseils, en termes ça existe aujourd'hui. Nous avons beaucoup attendu que, comme je l'ai dit, que le politique de manière générale, et là, quand je dis politique, je suis partie intégrante parce que politique pour moi, c'est le gouvernement, c'est les ministres, etc. Nous avons beaucoup attendu pour que ça avance. Ça n'avance pas beaucoup malheureusement et il faudrait chercher des solutions qui soient plus concrètes et qui essayent de contourner le politique. Les idées de mettre en place des plateformes qui pourraient contrecarrer les contraintes que nous avons en termes d'échange. Parce que, est-ce que vous savez que pour payer en dinar tunisien, on est obligé de transcrire ça en euros, et puis après, donc de l'ouguiya vers l'euro, de l'euro après vers le dinar tunisien, c'est quand même pas possible. On n'est pas obligé d'aller… C'est comme les plateformes Internet, hein, à l'époque. Hein. À l'époque, les nœuds Internet, il faut, pour communiquer même à l'intérieur des pays, il faut aller trouver des réseaux, des nœuds Internet complètement à l'extérieur aux États-Unis pour
quand je veux vous parler, alors que la distance est de 10 mètres entre nous, quand je vous envoie un mail, ça ne passe pas par un backbone national ici. Non, non, je parle de la Mauritanie. Hein. Ça passe par les États-Unis et puis après ça revient, alors que la distance entre nous est 2 mètres. C'est la même chose. Ce qui se passe au niveau du digital, c'est aussi la même chose que ce qui se passe au niveau du physique. Moi, quand je veux acheter des produits plus élaborés, j'ai tendance aujourd'hui en Mauritanie, avec les commerçants que nous avons, avec l'activité économique, de passer par l'Europe, alors que parfois ce sont même des produits tunisiens ou des produits marocains qui vont en Europe et qui vont redescendre en Mauritanie. Il y a lieu de poser ces problèmes-là et de les identifier, et en passant par… Et je pense que la BMIS offre aujourd'hui cette opportunité, comme l'a dit Simarwan. La BMIS, justement, peut accompagner les projets régionaux au Maghreb. Et donc, construisons des projets régionaux entre des startups, pas seulement tunisiennes, mais des startups tunisiennes, marocaines, mauritaniennes, ou des entreprises tunisiennes, marocaines, libyennes, mauritaniennes qui chacun, connaissant bien le marché de l'autre, peuvent justement avoir ce potentiel de développement-là. Voilà. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites. Il faudrait peut-être commencer petit, ne pas se fixer des ambitions démesurées, mais il y a lieu de développer les réseaux intra-maghrébins, par exemple. La fibre optique intra-maghrébine, c'est quelque chose d'important. Les services, les plateformes d'échange intra-maghrébines, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant. Les plateformes pas d'échange seulement, d'échange et d'échange. Donc, parce qu'on peut échanger, il faut encore une fois, faudra-t-il trouver les moyens de paiement. Et je suis tout à fait d'accord quand on a dit que le commerce est aujourd'hui contraint ou limité par également le faible développement des moyens de paiement, et en particulier les moyens de paiement intra-maghrébins. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Ministre. Monsieur le gouverneur, je crois qu'il y a absolument cette question d'action qui me revient. C'est OK, c'est-à-dire aujourd'hui, on parle d'une institution qui est là, qui est BMIS. Moi, j'ai eu l'occasion, bien évidemment, de travailler avec la banque pour un petit peu la création de la banque. Mais la question aujourd'hui, c'est l'investissement. On revient un peu sur le sujet de l'investissement. Parce que créer des projets communs intermaghrébins, c'est de l'investissement. C'est aujourd'hui également comment injecter de funding, des fonds propres au niveau de la BMIS. C'est également une des questions. Et là, on revient toujours à la volonté politique parce que c'est de l'augmentation de capital. Moi, je me rappelle, BMIS, au moment de libérer le premier quart, était un grand challenge. Aujourd'hui, également, deuxième challenge, peut-être pour libérer l'autre quart. Et donc, du coup, on revient au sujet un peu de l'investissement. Et quelle alternative pouvons avoir pour capitaliser sur cet instrument-là comme la BMIS pour créer des projets communs intermaghrébins et bien évidemment l'orienter de plus en plus vers les projets d'innovation et de start-up. Ça, c'est ma première question. Ma deuxième question, aujourd'hui, parfois on dit pourquoi ça ne marche pas? C'est-à-dire ces initiatives sont ponctuelles et on sort toujours un peu des propositions et finalement ça n'avance pas ou ça avance un petit peu. Est-ce qu'aujourd'hui il y a un vrai sujet peut-être de gouvernance, c'est-à-dire d'une entité, d'une structure, pas nécessairement politique ou gouvernementale, mais c'est une structure un peu quelque part qui arrive à piloter, à suivre le plan d'action ou les différentes initiatives inter-Maghreb. Et est-ce que vous pensez qu'à travers au moins à ce conseil-là de gouverneurs de banque centrale peut être également un vrai organe de gouvernance qui arrive à piloter l'ensemble, au moins l'essentiel des initiatives prioritaires liées au développement de développement inter-Maghreb en mettant l'accent sur ce sujet-là d'innovation et de start-up?
Excellent. Deux questions extrêmement percutantes, mais le problème, c'est que je vais avoir un temps limité pour vous répondre, donc ça va être très contraint. Mais je vais essayer un peu d'être synthétique. Je vais essayer de répondre à la deuxième question. Vous rappelez de la photo que vous avez mise, donc vous l'avez. Si tu la reprends, cette photo-là, vous allez voir qu'on a 4 gouverneurs de Banque centrale et le secrétaire général de l'UMA. Donc, on l'a invité. Et il faisait partie, et quand il est venu, il était venu, vous ne le voyez pas bien, mais il est à côté de Sadiq. Donc, et je le salue parce que c'est quelqu'un que moi personnellement, donc, j'apprécie individuellement parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé à un certain moment pour je dirais, il est professeur d'université, mais il est aussi membre de l'UGTT et membre important du GTT, le secrétaire général du GTT. Et dans sa vie, il a toujours été à la fois entre je dirais, l'activité syndicale, mais économique aussi. Donc après, il est devenu ministre des Affaires étrangères et puis par la suite, il était secrétaire général de l'UMA. Quand il est venu nous voir, il a été, pendant les 2 jours de discussion qu'on a eus, et donc il a fait partie de nos discussions et puis de nos délibérations, etc. Il a trouvé qu'il y avait véritablement une dynamique entre les gouverneurs de Banque centrale. Moi, personnellement, quand j'ai initié l'idée, je n'ai pas discuté avant avec nos amis gouverneurs, mais j'ai trouvé que tout le monde était convaincu qu'il fallait faire quelque chose. Bon, maintenant, est-ce que l'instrument qu'on a utilisé est efficace ou pas? On a mis quand même un instrument qui fonctionne. Aujourd'hui, on a des équipes au niveau des banques centrales qui essaient de développer des choses. C'est vrai que le Covid est arrivé entre-temps, donc il y a donc quelques activités qui sont arrêtées. Mais moi, je suis fondamentalement convaincu que tous les gouverneurs et tous les ministres des Finances au niveau aujourd'hui du Maghreb sont convaincus de ce qu'on est actuellement en train de dire. Il faut trouver, comme vous le dites si bien, le bon véhicule pour le faire. C'est pour ça que moi, j'ai été assez concret. J'ai dit, pourquoi on ne prend pas le BMIS? Pourquoi? Et je suis d'accord avec vous, et ça, je suis en train de le dire si nos amis maghrébins sont en train de nous écouter. Il faut tout de suite que cette question du financement doit être levée, que s'il y a je dirais, des quotes-parts, il faut qu'on le fasse. L'équipe actuelle aujourd'hui est une équipe où il y a le président, il est libyen, Rajej, il y a le directeur général et son adjoint, donc algérien, marocain et algérien. Je trouve qu'aujourd'hui, et je les ai vus, je les ai reçus, c'est une génération. Ceux qui ont construit avant, ce n'était pas évident de créer la banque ex nihilo, ce n'était pas évident. Donc, il y avait un Mauritanien, un Tunisien, et ça, je pense que et toutes les équipes, c'est des équipes qui sont maghrébines. Ça va de la Mauritanie jusqu'à la Libye, donc il n'y a absolument aucun problème. Et c'est des experts qui étaient dans leur pays, dans leur métier, que ce soit la Banque centrale, le ministère des Finances, secteur privé, etc. Donc, on a maintenant quelque chose qui est en train de se mettre en place. Donc, aujourd'hui, je pense qu'il faut lui donner les moyens de pouvoir avancer. Sur cette question-là en particulier, moi et mon ami, si Abdelaziz, je le prends parce que je sais qu'il est… Et vous voyez, je vous prends même vous en tant qu'exemple. Si Rida, quand je vous ai vu la première fois, vous êtes venu me parler de ce que vous avez fait au niveau de la Banque centrale de la Mauritanie et comment vous avez été reçu, comment vous avez travaillé avec Abdelaziz, et comment vous avez pu développer maintenant tout le processus de transformation. Il ne vous a pas dit je ne travaille pas avec vous, vous n'êtes pas mauritanien. Il a dit vous êtes tunisien, extra, allez, venez. Il vous a donné quasiment, il vous a permis d'accéder à toutes les choses qui étaient quasiment permises à nos collègues de la Banque centrale de la Mauritanie. Vous êtes venu Ernest Ndiang, mais lui vous a pris en tant que Tunisien, en tant qu'expert, et je crois que la relation est en train de se faire correctement. Je suis certain que vous êtes en train de travailler avec lui au ministère des Finances. C'est exactement la même chose au niveau de tous les pays du Maghreb. Individuellement, on fonctionne très bien. Collectivement, en termes de gouvernance, on a un problème. Donc, moi, je dis, il y a toujours le moyen de le faire. Essayons de prendre ce BMIS qui maintenant se met en place. Essayons de prendre un financement. Essayons de le donner à ces jeunes startups. Essayons de casser complètement
problèmes bureaucratiques entre nous. Donc ça, c'est une première initiative qui peut être importante. Et je suis certain que nos amis de l'AFC, de l'IBRD, de la Banque mondiale, de la BAD, donc des autres institutions sont en train de suivre ce qu'on fait. Et si on met 1 dinar, ils vont mettre 10 parce qu'ils sont conscients de la qualité des jeunes qui sont au Maghreb et de la qualité de l'écosystème qui se met en place. Maintenant, du point de vue tunisien, quand on a fait le Startup Act, moi personnellement, au niveau du change, quand les jeunes sont venus me voir, ils m'ont dit il y a des problèmes au niveau du change. J'ai dit OK, mais pour vous, il n'y aura pas de problème. Tout ce qu'ils ont demandé, ils l'ont eu. Même par exemple aujourd'hui, s'ils veulent créer une start-up où il y a des financements maghrébins ou même indiens, ils peuvent le faire et ils peuvent même, si cette entreprise fait des bénéfices, etc., ils ont droit à leurs dividendes. Et donc, ils peuvent les placer là où ils veulent. Donc, on n'a absolument aucun problème. Il n'y a absolument aucune contrainte. S'il y a une contrainte et des amis sont en train de m'écouter, qu'ils envoient tout de suite des messages pour dire que ce n'est pas le cas. Donc, moi, personnellement, j'ai dit à nos amis de la Banque centrale, on a des contraintes sur l'économie réelle, essayons de ne pas avoir de contraintes sur cette économie qui est, je dirais, nouvelle économie donc avec les startups, etc. Donc, on a donné les moyens de le faire. Donc, voilà, je dis, les moyens sont là, essayons de travailler ensemble pour que, au niveau de cette institution qui est là, on puisse la faire évoluer. Essayons au niveau des banques centrales, on a maintenant une équipe qui est en train de travailler ensemble. On peut être capable de baisser beaucoup de coûts de transaction. Je ne dis pas qu'on va être capable de lever toutes les entraves, mais en tout cas, on peut être capable de lever beaucoup de transactions. Finalement, si on ne gagne pas, après ce Covid, tous nos pays vont baisser en termes de taux de croissance de 5 à 10%. Si on ne comprend pas que cette intégration va nous permettre de gagner 1 ou 2% pendant les années qui vont venir, ça veut dire qu'on n'a absolument rien compris. Absolument rien compris. Moi, personnellement, à la Banque centrale, avec le ministère de la Technologie, avec le ministère des Finances, le ministère des Affaires sociales, on a utilisé les e-wallets pour payer donc les populations les plus démunies. On aurait pu, si on avait suivi ce qu'on devait faire il y a longtemps, on aurait passé peut-être 1 année ou 2 années à le faire. On l'a fait en même pas 3 semaines. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est capable de réussir parce qu'on est sous le stress et on voyait que les gens ne pouvaient plus être donc il y avait cette distanciation sociale et on a tout fait pour que ça réussisse. Et ça a réussi. Donc je pense que je dirais que cette manière de fonctionner Covid pendant la crise, elle doit être aussi peut-être répercutée au niveau de notre fonctionnement, en tout cas pour ce cluster-là au niveau du Maghreb. Et je pense qu'on a beaucoup de chance d'avoir aussi de gens talentueux, que ce soit au Maghreb, que ce soit des Tunisiens qui sont, ou des Marocains ou des Maghrébins qui sont quasiment dans le monde et qui veulent aussi réinvestir dans leur pays, faire créer des entreprises. Je crois que si on accède à ce marché-là, tout ce marché maghrébin, bien sûr, je suis d'avis que avec les pays MENA, c'est intéressant, mais je crois que dans un premier temps, essayons un peu de nous focaliser sur notre Maghreb et d'essayer de développer pour que nos entreprises puissent se développer dans ce marché. Je vous remercie. Très bien. Merci beaucoup, Saïd El-Mohabdi. Une dernière question à Saïd Abdeslam. Après, je vois que Sinan Fehri, il est connecté. Je voulais voir absolument son point de vue par rapport à Maghreb Startup Network. Quelles possibilités, disons, mécanisme on peut pouvoir booster, contribuer dans cette dynamique. Donc, une question à Saïd Abdeslam Alaoui. La notion crypto-monnaie, blockchain, est-ce que c'est des outils qu'on peut y penser maintenant comme outils pour faciliter les transactions cross-border? Une des questions qui ont été posées. En fait, les crypto-monnaies sont aujourd'hui un outil qui est très à la mode et qui permet de faire tout et n'importe quoi. Et la question, en fait, par rapport à nous, aujourd'hui, passer par de la crypto-monnaie ou passer par des devises dites fortes, euros ou dollars, en fait, on a le même problème. C'est-à-dire qu'on va aller acheter de la crypto pour la remettre de l'autre côté. Maintenant, est-ce qu'il faudrait qu'on mette des cryptos nationales
et pourquoi pas une crypto régionale, ça c'est un projet qui peut être extrêmement intéressant. Mais aujourd'hui, dire je vais aller acheter du Bitcoin pour pouvoir acheter un produit de l'autre côté de la frontière, malheureusement, elle existe, bah, ça revient du pareil au même que d'aller acheter du dollar, parce que de toute façon, la crypto, on ne pourra pas l'acheter, en tout cas avec les devises de nos régions, à peut-être quelques différences près. Donc, je pense que le sujet n'est pas la solution. En fait, la solution n'est pas de passer par ça, mais de faciliter beaucoup plus. Pour ma part, je pense que c'est la technologie blockchain de manière générale et pas simplement les cryptos sont vraiment des choses qui sont extrêmement intéressantes, et je pense que la région ou la sous-région devrait investir, et je pense qu'un des axes qu'on devrait financer beaucoup au travers de tous les financements disponibles, c'est vraiment de pousser les recherches, les startups dans les solutions basées sur cette technologie. Je voudrais revenir sur un petit point par rapport aux startups transrégionales. Je pense qu'il faudrait aussi penser à des programmes d'échange universitaires ou dans les écoles d'ingénieurs, où en fait on pourrait avoir des échanges entre les différents pays, qui pourraient en fait donner envie par la suite d'avoir des startups transfrontalières, alors qu'aujourd'hui on voit beaucoup plus de gens qui vont aller faire des postgraduates peut-être dans d'autres pays. C'est vrai, plus avancés, c'est vrai, mais je pense que là aussi on pourrait avoir un acte de postgraduate pour pouvoir le faire dans notre région, qui pourrait donner une autre impulsion et donner envie, et en tout cas faire connaître, parce que certainement que certains amis tunisiens, algériens, libyens, mauritaniens ou marocains connaissent beaucoup mieux les écoles françaises ou américaines ou anglaises, et alors qu'en fait, de l'autre côté de la frontière, il peut y en avoir qui peuvent être excellentes aussi. Donc ça peut être aussi quelque chose que nous devrions regarder, et je pense que ça peut donner une belle énergie. Merci beaucoup. Sinan, donc Maghreb Startup Network, comment elle peut contribuer, créer cette dynamique, faire le follow-up? Merci infiniment. Je suis presque ému de vous dire qu'on est déjà en train de contribuer. Ce qu'on parle dans le futur, on est en train de le faire. Ce bootcamp, ce Maghreb Startup Network bootcamp qui était organisé, et je remercie les partenaires Ernst & Young de la Tunisie, BH et IncubeMe en Algérie, et la Factory au Maroc, et un exemple concret. Mais il y a des projets encore plus concrets. Ce bootcamp, il avait deux objectifs. L'objectif du Maghreb Startup Network, numéro 1, et le seul d'ailleurs, c'est de créer un marché unique dans l'économie des startups. Point. Ni plus, ni moins. Parce que pourquoi? Ce que dit monsieur le gouverneur tout à l'heure, et monsieur le ministre, c'est Aziz, que je suis très heureux de vous revoir aujourd'hui. Et monsieur le gouverneur, encore merci pour votre soutien aux startups. Et aussi, c'est Abdeslem, qui est une startup qui réussit au Maghreb. Pour faire le Maghreb politique, et moi j'y étais, c'est très compliqué et ça va prendre du temps. Pour faire le Maghreb de l'industrie traditionnelle, il reste les cadres législatifs sans trop disparaître, et de les mettre ensemble, c'est trop compliqué. Par contre, pour faire le Maghreb des startups de la nouvelle économie, c'est très facile de commencer par un cadre homogène, et nous sommes en train de travailler sur des cadres homogènes, le Startup Act tunisien, algérien, marocain, etc., et bientôt mauritanien. D'ailleurs, j'ai une petite annonce à vous faire à propos de la Mauritanie. Et ça, c'est important. Et ça, c'est plus facile, c'est très facile de le faire parce qu'on s'élève au niveau immatériel, c'est beaucoup plus facile et c'est nouveau. Et je remercie, donc, au niveau projet concret, nous avons commencé, monsieur le gouverneur a mentionné un petit peu tout à l'heure, nous avons commencé le Maghreb Startup Network avec l'IFC et le secrétariat du
du Maghreb, un projet, le MEPS, chacun pour l'instant l'appelle comme il veut, le MEPS, le Maghreb Instant Payment System. Le Maghreb Instant Payment System, prenons un subset les touristes ou les startups ou les gens qui veulent se faire soigner et trouvons un moyen pour faciliter le paiement instantané entre nos pays. Pourquoi? Parce que pour ne pas passer, comme a dit Monsieur le ministre Aziz, d'aller vers le dollar ou l'euro et revenir vers le dinar ou le dirham. Et ça, on a commencé, le Covid a ralenti un peu. Monsieur le gouverneur, pas en tant que Monsieur le gouverneur, en tant que gouverneur de la Banque centrale, mais en tant que secrétaire général de la gouvernance des gouverneurs du Maghreb, nous donne l'appui nécessaire. Ça, c'est un vrai projet concret. On a le soutien, il faut y aller, il faut le faire. Le deuxième projet très concret, le Startup Passport. Le Maghreb Startup Passport. Ce matin, Monsieur le ministre algérien, qui est le ministre des startups, qui est notre champion dans le gouvernement, notre champion dans le gouvernement algérien, a dit pour moi, je vais tout faire, même par décret, pas ce matin, hier, etc., que toute startup, si elle est labellisée marocaine, mauritanienne, tunisienne, quand elle vient en Algérie, elle a les mêmes droits qu'une startup algérienne. Monsieur le gouverneur, ici même, a dit, pour ma sandbox, la fintech, je m'en fous du moment qu'elle est maghrébine, marhaba biha. Ça, c'est des projets, des petits projets, et que dans quelques années, on regardera derrière et on montre le chemin. Et c'est vraiment sur ça qu'il faut continuer. Alors, aujourd'hui, jusqu'à maintenant, on n'avait pas la Mauritanie dans notre Maghreb Startup Network. Depuis quelque temps, nous avons le plaisir de vous annoncer dans quelques semaines, et j'aimerais bien que Monsieur le ministre Si Aziz soit avec nous, l'intégration de l'écosystème maghrébin, l'écosystème mauritanien dans le Maghreb Startup Network. On ne l'a pas officialisé, on va l'officialiser. Pourquoi je dis que c'est un événement? Parce que je peux vous dire honnêtement, si j'étais un citoyen maghrébin aujourd'hui, où est-ce que j'irais habiter? J'irai habiter en Mauritanie pour une simple raison. En Mauritanie, quand tu as une carte de crédit avec de l'argent mauritanien, tu peux l'utiliser n'importe où dans le monde. Ce n'est pas possible encore en Tunisie, ce n'est pas encore possible au Maroc, ce n'est pas possible encore ce n'est pas en Algérie. Et donc, chacun de nos pays a des avancées énormes dans l'un de ces économies. Donc, c'est vraiment ça le Maghreb Startup Network. On voit des bribes de résultats qui commencent. Alors, ce que je demanderais à monsieur, nous en Tunisie, notre sponsor et on a deux sponsors pour les startups. On a le ministre de la Technologie et c'est Marouane Abbessi qui est notre gouverneur. À chaque fois que les startups ont quelque chose, ils prennent le téléphone, ils l'appellent. En Algérie, on a le ministre des startups, c'est évident. Au Maroc, Moulay Hafid n'hésite pas malgré ses occupations. Si Monsieur le ministre Si Aziz, je souhaite vous demander, comme vous l'avez commencé, d'être officiellement notre sponsor dans le gouvernement mauritanien pour qu'on puisse continuer à faire cette dynamique qui donne des vrais résultats. Peut-être on ne les voit pas au niveau chiffre, mais vraiment la nouvelle génération est en train de créer le Maghreb. Aujourd'hui, ce que nous vivons ici, c'est la création réelle du Maghreb, d'un nouveau framework maghrébin dans les économies de start-up. Très vite, on pourrait avoir le Maghreb Central Bank Digital Currency, par exemple. Peut-être ça sera le output du projet. Et je fais un clin d'œil ici à Si Mahdi Alaoui et c'est Mohamed Mahdi qui est là de la Factory, et c'est Mohamed Skandar qui sont en train de travailler sur ce projet et puis de nos amis tunisiens. Voilà. Excusez-moi d'être lent, mais on est en train de le faire. On est en train de le faire grâce à votre support et grâce à ces jeunes.
à ces start-upers. Mais le chemin sera long, il nous faut des sponsors. Nous, les start-up, on va aider les politiques doivent aussi nous aider à faire les breakthroughs nécessaires. Désolé d'être long. Excellent, merci beaucoup. Ça fait un grand plaisir. Je suis très ému par ce panel, beaucoup d'échanges, beaucoup de bonne volonté. Absolument, je voulais rappeler ce bootcamp, c'est une concrétisation de cette volonté-là d'intégration maghrébine. Pour rappeler, c'est 150 candidats maghrébins entre Marocains, Algériens, Tunisiens, Mauritaniens et Libyens. On a aujourd'hui 16 candidats, 16 startups en course. Et c'est la première, en fait, au Maghreb, un exercice d'open innovation entre des grands groupes maghrébins, tunisiens, algériens, qui aujourd'hui expriment leurs besoins en termes de solutions d'innovation face à des start-upers maghrébins. Et pour, à la fin de ce bootcamp, ce qu'on souhaite avoir, c'est pas le prix, en fait, du premier round, mais c'est ce qu'on souhaite avoir, c'est du concret, c'est de l'asset base, c'est un bon de commande qui sort pour donner à la start-up gagnante la possibilité de développer cet actif, pas uniquement pour elle, mais qui va être pour un marché encore plus important, qui est le Maghreb at large. Et ça, je pense que ça, c'est une bonne initiative. Encore une fois, les points qui me restent toujours, c'est l'occasion peut-être de dupliquer, encore une fois, de stimuler l'innovation. Et pour stimuler l'innovation, il faut absolument, comme Armand disait, c'est important d'avoir des sponsors et c'est important d'avoir une certaine gouvernance, disons, intermaghrébine. Et moi, j'y crois un petit peu au rôle que peuvent jouer les banques centrales, les ministres des Finances et avec les ministres de start-up, les ministres d'innovation, ça dépend un petit peu des pays. Mais c'est ce socle-là, disons, cet écosystème qui permet aujourd'hui peut-être de vraiment, au bout de 2-3 ans, on va dire, on était vraiment dans un état, mais on va certainement créer de la valeur. Ça prend un peu de temps, ça crée de l'énergie, mais ça va donner certainement du résultat et on y croit. Donc, je voulais vraiment vous remercier tous. Merci beaucoup. C'est des bons moments. Vous avez en train de voir également notre graphiste qui est en train de synthétiser un petit peu tout ce qui a été dit. Mais je retiens un point, le Startup Act régional homogène. Je pense que c'est un point important. Le Startup Passport également, c'est un point important. Capitaliser sur BIMIS, investir au maximum sur des projets communs. Chercher très rapidement ce type de quick wins pour passer au concret et donner l'appétence progressivement aux politiques pour agir et débloquer un petit peu les autres problématiques qui peut-être nécessitent un peu de temps. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Ministre. Merci, Saïd El Mohafez. Merci, Saad Abdeslam. Merci, Norman. Et merci tout le monde.